Peut-être que vous connaissez Zapier, Make ou N8N, ces outils d'automatisation qui promettent de vous faire gagner des heures chaque semaine en connectant simplement quelques blocs dans une interface toute jolie. La réalité, c'est que l'automatisation, même avec ces outils no-code, reste extrêmement proche de la programmation. Ça demande des experts, du bidouillage constant et surtout un temps de développement non négligeable pour créer ces workflows. C'est un peu un gouffre à temps en vrai. Mais ça, c'était peut-être une ère révolue. Parce que, en ce moment même, il se passe quelque chose de fondamental dans le monde de l'automatisation. Un changement profond qui explique pourquoi absolument toutes les startups de Y Combinator de cette année parlent d'agents. Pour en parler, on a invité Shubham, qui a développé une expertise sur ce sujet quand il était chez Conto et à travers ses clients. Il va nous expliquer ce qui est en train de changer et pourquoi cette vague d'agents déferle maintenant et pas avant. Et surtout, il va nous montrer concrètement comment des automatisations qui prenaient des jours à construire peuvent maintenant se créer en quelques minutes, juste en parlant. On aura même une démo sur Blender. Mais juste avant, si vous avez envie d'essayer N8N pour faire vos propres agents après cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un serveur. Et justement, notre partenaire Hostinger vient de lancer le premier hébergement VPS optimisé pour MCP. Je vous conseille pour ça le KVM2 avec 2 cœurs vCPU d'AMD, 8 Go de RAM et 100 Go de NVMe. Ils ont même un nouvel assistant qui s'appelle Kodi et qui peut tout configurer à votre place. Et ils font une offre à 6,99 € par mois sur 24 mois, ce qui est assez imbattable. Surtout en combinant avec le code underscore où vous aurez une réduction supplémentaire de 10%. Je vous laisse le lien en description avec un tuto complet que j'ai fait sur N8N et on reprend. On s'imagine il y a encore quelques années, j'ai besoin d'automatiser des trucs dans mon entreprise. Personnellement, j'ai pas des compétences de développeur. C'était quoi l'ancien monde dans l'automatisation? Déjà, l'ancien monde, il y a 15 ans, pour automatiser, c'était simple. Tu vas voir un développeur, tu dis, on a des fichiers PDF, il faut en faire quelque chose, et créer un script. Donc en fait, très peu accessible, très cher, très difficile à maintenir, et surtout, en fait, tu veux jamais vraiment y investir parce qu'il y a des humains qui le font. Parce qu'en fait, le dev coûte beaucoup plus cher que les humains. Et surtout quand c'est des tâches répétitives. Et notamment, il y avait Amazon Mechanical Turk, je sais pas si ça vous parle, c'est des gens qui littéralement font des clics, et c'est un service d'Amazon où il y a des gens qui font des clics. Ok. Ça, c'était il y a 15 ans. Puis à un moment donné, il y a eu la vague d'outils d'automatisation qui n'a fait que grandir. Avec Zapier dans un premier temps, outil de création d'automatisation visuelle. Donc s'il se passe ça, fais ça. Exemple, si j'ai un nouvel email et qu'il y a le mot-clé invitation dedans, ajoute-le dans une spreadsheet ou envoie-le dans Slack, etc., etc. Ça, tu pouvais le faire depuis 10 ans à peu près. Mais les boîtes étaient encore un peu frileuses d'y aller parce qu'elles se disaient, putain, j'ai envie de le faire, mais c'était pas dans les mœurs, etc. Les gens avaient un peu peur et petit à petit, plus il y a eu d'applications connectées avec Zapier, plus les gens ont voulu y aller. Parce que Zapier a fait un gros effort de connecter plus de maintenant 5000 applications, je crois, que tu peux automatiser. Et en rendant le truc très simple. Parce que pour comprendre la grosse valeur ajoutée, c'est... Déjà, t'as pas besoin d'être développeur puisque c'est des nœuds que tu connectes ensemble, en fait. Et le deuxième truc, c'est, si je me trompe pas, quand t'es développeur, une grosse partie de la complexité, c'est dans l'interconnexion et l'interopérabilité des services, en fait. En fait, donc, si je prends il y a 10 ans, si on te dit, si par exemple, tu dis à quelqu'un de ton équipe, il faut absolument qu'on connecte Notion pour que quand quelqu'un appuie sur un bouton, que ça upload la miniature directement sur YouTube, eh bien, il fallait que la personne qui code s'intéresse à l'API de YouTube et qui s'intéresse à l'API de Notion. Et on n'a jamais vraiment réussi à trouver de standard et de manière de créer les API. En fait. Et du coup, la personne, fallait qu'elle bosse sur 2 coins pour après arriver à un truc. Et donc, c'était beaucoup d'efforts. Donc, Zapier a fait un gros travail de connecter toutes les API de tout le monde et de créer une interface hyper simple pour faire ce genre d'automatisation. Et puis, petit à petit, il y a de plus en plus d'outils qui sont développés. Il y a eu donc Integromat, et maintenant ça s'appelle Make. Il y a eu Pipedream. Tous ces outils-là, en fait, vont dans ce sens, ce qu'on appelle un peu du visual programming. Donc, réussir à créer des workflows en visuel. C'est quoi, toi, les trucs que tu as vus le plus fréquents, qui marchent réellement, qui sont très adaptés justement à ce genre d'outils, et peut-être d'autres qui sont des mauvaises idées, et que des boîtes essayent d'automatiser, mais en fait, ça marche pas bien, c'est pas fait pour. En fait, tu vois, tu prends n'importe quelle entreprise. Il y a des tâches qu'elle fait
pour pouvoir exister, pour pouvoir créer de la valeur, et ces tâches sont toujours les mêmes. Bah, tu vois, par exemple, set up les caméras, allumer la régie, faire tout un tas de checklists. J'imagine que vous avez une checklist de voici ce qu'il faut faire. Prendre les rushs, les uploader sur un site. Exactement. Envoyer un message au monteur. Voilà. Ça, c'est des tâches run. En fait, c'est des tâches obligatoires. Elles apportent de la valeur, mais c'est pas nécessairement obligatoire que ce soit un être humain qui le fasse. En fait. Parce qu'en fait, il apprend rien en le faisant. Littéralement, il fonctionne comme une machine pour pouvoir faire ces tâches-là. Et de l'autre côté, on a des tâches build, donc de création, ou en tout cas de construction. Et là, ça va être typiquement les notes que tu as prises en regardant des vidéos pour pouvoir préparer une chronique. C'est le moment où vous allez vous poser pour pouvoir voir le calendrier éditorial. La conversation pour l'ouverture avec d'autres sponsors. Donc ça, c'est du build. Mais sauf qu'on ne se rend pas compte de la complexité que ça peut représenter et le nombre de micro-décisions qu'on prend tout au long de ça. C'est-à-dire que de loin, tu as l'impression que ton problème il va être simple à automatiser. Mais en fait, au fur et à mesure que tu l'implémentes, tu réalises que tu avais une grande complexité que tu gérais toi-même facilement. Exactement. Et qu'en réalité, ça va te prendre un mois de développer ce workflow. Ouais. Et le fait de catégoriser ces tâches-là, ça nous donne du coup une indication sur, OK, où est-ce qu'est ma vraie valeur ajoutée en tant que boîte, en fait? Où est-ce que là où les humains vont vraiment contribuer à faire grandir le truc et pas juste à pédaler, en fait, tu vois. Donc ça, on va dire, c'est ce qui existait déjà. Ouais. À quel point l'IA a changé quelque chose d'important dans le monde de l'automatisation? Parce que, évidemment, tous les outils que tu mentionnes, certains ont 8 ans, 10 ans, étaient déjà énormément utilisés. C'est pas des outils qui sont nés dans l'IA. À quel point les modèles de langue ont eu un impact fort, faible? Il y a eu tous ces outils-là qui ont voulu l'intégrer dans un premier temps un peu sur la hype. Donc, ils ont voulu faire leur propre chatbot par exemple, Make a voulu faire son chatbot, genre crée-moi une automatisation de truc. En fait, ça marche une fois sur deux, comme dans toute V1, je dirais. Là, on est un peu à un tournant, notamment avec N8N. Et là, je parle pour les gens qui vont plutôt être techniques, donc comme toi, etc. Donc, on va pouvoir, avec de l'IA, générer des automatisations. Par exemple, une automatisation qui fait des miniatures, tu vas pouvoir demander à Claude, ChatGPT, génère-moi le blueprint, donc entre guillemets l'espèce de langage qui va décrire cette automatisation que tu vas pouvoir copier-coller sur N8N. Donc ça, ta V1 va être hyper rapide. Donc ça, dans la construction, on gagne beaucoup de temps. Après, il y a l'IA à l'intérieur de ces outils-là, ou même pour ces outils-là, la connexion avec d'autres outils a été beaucoup plus simple. Et puis à l'intérieur, en fait, depuis qu'il y a eu le nœud ChatGPT, le nœud Claude en tout cas, ou même OpenRouter maintenant avec tous les LLM qui sont connectés, ça a permis à plein de monde de faire des automatisations qui n'étaient pas possibles avant. C'est ça, mon impression c'est que tu as toute une gamme d'automatisation qui passe de impossible, infaisable jamais à maintenant c'est bon. Ah ouais. Donc tu donnais l'exemple du tri de mail. Ouais. Mais par exemple, essayer de faire du tri de mail en repérant un mot-clé, c'est bien plus compliqué. C'est horrible, t'arrives à rien. Aujourd'hui, tu peux faire un système avec des prompts qui vont regarder chacun de tes mails et de manière très fine, pouvoir te le mettre dans telle ou telle catégorie. Nous, on le fait typiquement avec la boîte mail maintenant de la boîte, où on va avoir un mail. Est-ce que c'est une demande d'un abonné ou est-ce que c'est une invitation à un événement ou est-ce que c'est un partenaire, un sponsor qui veut parler avec nous? Et c'est extrêmement complexe en fait de faire un filtre avant l'ère de l'IA pour ce genre de choses. Ah mais c'est clair. Et maintenant, c'est possible. En fait, il faut se dire que tout ce qu'on tape sur un chatbot, je sais pas, sur votre interface ChatGPT, tout ce qu'on va taper, les données d'entrée qu'on va mettre, on peut les connecter en fait directement à une automatisation. Donc en fait, une fois qu'on a trouvé le bon prompt, on peut juste mettre ce nœud ChatGPT ou ce nœud Claude ou quoi que ce soit dans une automatisation et puis ça va le faire à l'infini en fait. Et paradoxalement, est-ce que c'est pas dans le workflow que le LLM a sa vraie finalité et est-ce que c'est pas là qu'il est le plus puissant, tu sais? Selon moi, ouais, parce qu'en fait, encore une fois, tu vois, je reviens toujours à ces tâches build et run. Et en fait, pour moi, la répétition d'une tâche, si elle est faite sur un LLM, donc ça veut dire qu'à chaque fois, si pour répondre à un sponsor, tu dois copier-coller le message du truc et tu dois dire, selon ce que je dis d'habitude, réponds-lui avec ma manière de répondre et fais en sorte qu'il n'ait pas à relancer, par exemple. Si cette tâche, tu l'as fait 10 fois, il y a un moment donné, tu peux l'encapsuler dans un workflow pour éviter de la faire, quoi. Moi, par exemple, j'ai un business de formation, tu vois, sur lequel, en fait, je forme les gens à Make, Notion, etc. Et il y a plein de gens qui me posent toujours les mêmes questions.
comment est-ce que ce lien-là il marche pas, ou alors comment est-ce que je peux accéder à cette ressource-là, etc., etc. Et ben tu vois, j'ai une grosse FAQ, et du coup la manière dont l'agent va venir répondre, donc le LLM en question va créer le draft en question, donc le brouillon, il va lire la question, il va le mettre dans une catégorie, il va regarder dans mon espèce de FAQ qu'est-ce qui a marqué, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc là, il y a marqué qu'il faut aller scorer un peu la réponse en fonction de la personne qui est contente ou pas contente, en fonction de si elle vous voit ou tutoie, et va créer un draft. Et en fait, s'il y a un score suffisant de certitude, qu'il l'envoie automatiquement, en fait. Moi, ce que je trouve bien dans l'approche, parce que en vrai, c'est toujours un sujet à débat en mode on va parler à des agents. La réalité, c'est que moi, quand je suis sur un site et que je vois un agent, que je lui pose une question en mode j'ai tel truc qui marche pas et que j'obtiens la bonne réponse instantanément, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Attends, la raison pour laquelle on déteste les chatbots automatiques, c'est que ça marche pas. Ouais. C'est qu'en fait, à partir du moment où ils sont plus performants, en réalité, c'est génial. En fait, le support client, ou en tout cas l'aide aux agents de support, parce qu'on garde les gens qui vont quand même superviser tout ça, c'est le premier truc en train d'être massivement automatisé, où en fait les gens sont plus contents. Tu vois ? Oui, la satisfaction client augmente en fait. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autre chose j'ai l'impression, qui est en train de se produire, c'est que cette idée que justement les automatisations vont être décrites avec des briques assez similaires à de la programmation, ça, c'est en train d'être remis en question aussi. Le futur, j'ai l'impression, tu me dis si tu as cette impression aussi, mais ça pourrait être que une automatisation, ce soit un texte, quoi. Où tu demandes des trucs, et l'agent le fait. Une des raisons qui laisse penser ça, c'est ce nouveau protocole qui s'appelle MCP, dont vous avez peut-être entendu parler, et les IA qui vont avec pour le faire marcher. Je fais ce préambule parce que je sais pas, quand moi j'ai vu les news de MCP, je me suis dit c'est sympa. C'est une légende. C'est des API un peu mieux. C'est ChatGPT un peu mieux. Mais après, ce que j'ai vu justement, c'est comment, en fait, grâce au concept du MCP et de ces nouveaux modèles, il est possible de créer des automatisations ultra puissantes en genre 5 minutes chrono. En fait, le besoin, c'est tout business qui a compris qu'en fait, ou tout entrepreneur, solopreneur ou ce que tu veux, qui a compris que il n'a pas envie de faire des tâches récurrentes et des trucs qu'il a envie que l'ordinateur fasse automatiquement et qu'il n'a pas la compétence de programmer l'ordinateur, il a envie de les faire et il sait que c'est possible. Et ces outils-là viennent en réponse à ça. En fait, c'est moi, je suis sales, donc commercial. Voici ma liste de prospection que j'ai eue hier. Va regarder le LinkedIn de tout le monde, regarde le dernier post, commente sur son dernier post, essaye de savoir un petit peu dans le passé de la personne dans quelle école il a fait, fais une blague là-dessus et écris-lui un email. En fait, la personne ne savait pas faire ça avant. Et maintenant, vu que ça devient de plus en plus simple de créer des automatisations, donc ça se passe derrière le rideau, eh bien ces gens-là pourront, on n'y est pas encore, tu vois, c'est le début, c'est les boîtes qui commencent à promettre ça, mais la promesse est là et je pense qu'on va y arriver, tu vois. Et justement, pour comprendre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait qu'avant c'était pas possible et maintenant ça le devient, il faut qu'on parle un petit peu justement du MCP. Ouais. Est-ce que c'est juste une API un peu mieux ? En quoi c'est vraiment nouveau de ce qui a toujours existé ? Et pourquoi c'est un truc qui peut avoir un impact important ? Tu vois, on a parlé en effet d'API tout à l'heure. On a vu que le plus compliqué, en fait, dans les API, c'était que chaque API était différente. Demain, si OneClick Studio veut faire une API ou n'importe quelle boîte veut faire une API, il faut bosser dessus, tu vois. Il faut définir les différentes manières de faire cette API. Ce nouveau protocole, MCP, qui a été lancé par Anthropic, enfin nouveau, ça fait un petit moment maintenant, mais en tout cas, c'est vraiment que là, sur, je dirais, les 2-3 derniers mois, qu'on voit vraiment l'impact en fait de ce protocole. En gros, comme tu as dit, c'est API améliorée, mais qui n'est pas fait pour des humains, pour qu'ils lisent la doc et qu'ils intègrent dans un script en fait. Elle n'est pas faite pour des humains. En fait, ce protocole, il n'est pas fait pour des humains. Il est fait pour des LLM. Grossièrement, c'est une manière de connecter des applications ensemble qui est standardisée. C'est comme une multiprise universelle. N'importe quelle application, maintenant, si elle est compatible avec le protocole MCP, du coup, peut se connecter à un LLM. Et quand ça veut dire peut se connecter à un LLM, ça veut dire quoi ? Qu'un LLM, du coup, quand tu lui demandes « Est-ce que tu peux envoyer cet email pour moi ?» une fois que tu as demandé comment il a été rédigé ou comment est-ce que tu pouvais le rédiger, en fait, il sait, parce qu'il est connecté avec le protocole, comment demander en fait à Gmail, Outlook, Thunderbird ou ce que tu veux, comment est-ce qu'on envoie un email ? Ok, donc très concrètement,
dans le back-end d'Anthropic, par exemple, qu'est-ce que le modèle voit? Moi, de mes souvenirs, avant les MCP, il y avait déjà le concept d'outils. Ouais. Et donc, concrètement, la manière dont on a toujours fait, c'est qu'on a appris au modèle à créer des données structurées. Donc, typiquement, à créer des formats JSON ou des objets où on peut définir, comme dans un tableur, des données qui ont une structure. Donc, on peut dire, OK, par exemple, on fait un outil mail. Dedans, il y a l'expéditeur, le destinataire, le contenu du mail. Et les LLM ont petit à petit été de plus en plus compétents pour créer justement des objets valides qui marchent à tous les coups et qu'ils appellent à peu près au bon moment, etc. MCP, c'est quoi la différence? Tu vois, tu parlais du LLM qui essaye de créer son JSON, ou en tout cas tu lui donnes un JSON et il va remplir à l'intérieur le destinataire, etc. etc. Et ben cette structure-là, en fait, tu l'as inventée ou tu l'as créée. Elle n'était pas standardisée. Et du coup, Anthropic a proposé un standard qui a été adopté, qui est écoute, on va avoir toujours une architecture client-serveur. Le client, c'est ton interface Claude. Le serveur, c'est le serveur MCP qui est lié à l'application, tu vois. Et en fait, ils vont se discuter ensemble. Le client, il a accès à 3 choses. Il a accès aux ressources, aux outils et aux prompts. Donc, grossièrement, c'est les 3, trois endroits dans lesquels, en fait, tu dis à ton LLM, est-ce que tu peux envoyer un mail? Il dit, écoute, je vais essayer de faire. Il dit, ouais, il y a Gmail. OK, je vais essayer de voir. C'est quoi déjà tes tools? Et là, il va dire, je peux lire, envoyer, supprimer, mettre en brouillon, etc., etc. Il fait, ah, cool. Et comment on utilise envoi? Il va dire, voici comment j'utilise envoi. Donc, tu peux avoir, parce que tu peux toi-même créer un serveur MCP, si tu veux, et ça doit respecter un certain standard. Et du coup... Ça code la discussion entre les LLM. En fait, ça donne la manière de discuter. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la différence avec une API, ou avec les outils comme on les utilisait avant, c'est que tu donnais tout d'emblée. Globalement, tu disais, voilà, tous les outils que tu as à ta disposition. Et donc, techniquement, ça peut impacter très négativement les performances des modèles. Oui, parce qu'il faut qu'ils cherchent tout le contexte. Et on sait qu'au-delà de 4, 5, 6 outils, ça commence à se dégrader. Leur capacité d'utiliser le bon outil, justement, se pète la gueule complètement. Ouais. En fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça rend la conversation dynamique. C'est-à-dire que ton serveur, il peut décider de t'envoyer uniquement une partie des outils en fonction d'un certain contexte. Donc, typiquement, si tu regardes la manière dont Notion font leur serveur MCP, ils exposent pas toute l'API. Ce serait impossible. Le modèle, il serait complètement à genoux, perdu. Et donc, il y a beaucoup d'ingénierie, de logique pour simplifier au maximum l'interface pour que de manière textuelle, juste avec 5-6 outils ou 4-5 outils, tu puisses à peu près tout faire dans Notion. Ok. Tu as un outil recherche. T'as pas genre recherche dans une base de données, recherche dans machin. Juste, c'est un tool recherche. Et tu dis recherche dans tout Notion. Et il y a aussi un autre avantage, parce que un des sujets, c'était le versionning. Par exemple, tu vois, l'API de Notion, récemment, ils ont changé la manière de faire les bases de données et c'est un bordel. Il n'y a pas de sujet de versionning, parce qu'en fait, c'est le serveur MCP qui gère. Ton LLM, il va demander comment on fait pour avoir une base de données? La réponse sera différente et c'est OK. C'est ça. Il n'y a pas de contrat sur le format des données que tu envoies. Comme c'est un LLM qui est ultra adaptable, en fait, il s'adapte à n'importe quelle donnée que tu lui renvoies. En fait, c'est le maître d'hôtel qui t'accueille à l'hôtel qui sait tout, même s'il y a eu des changements en interne, et toi, tu lui parles juste au maître d'hôtel, quoi. Exactement. Pour aider aussi à comprendre pourquoi c'est pas une hype ou une énième bulle inintéressante, les MCP. La réalité, c'est que ça répond à un vrai problème, qui est de faire genre un protocole, une interface très simple, qui va pas péter dans le temps, qui est robuste, sur lequel tout le monde peut travailler. Et justement, ce que tu expliques, c'est que c'est sorti il y a 2 ans, mais c'est que maintenant qu'on est en train de voir le résultat. Ouais. Peut-être pas 2 ans, mais peut-être, je pense, un an, ou j'ai pas la date exacte. Mais ce qui est clair, c'est qu'au début, c'était un truc de cool, on a un nouveau protocole, on sait pas trop comment l'utiliser, mais maintenant, de plus en plus d'LLM, en fait, commencent à être compatibles, en tout cas, d'interfaces sont compatibles. Et notamment, les agents qui codent. En fait, le vrai usage, en tout cas que moi j'en fais dans tout ce que je fais aujourd'hui, d'exploration on va dire plutôt tech, c'est pour les devs, quoi. Avoir un MCP GitHub, c'est quand même bien plus cool que de devoir taper git, commit, push, blame, enfin tous ces trucs-là, tu vois, parce qu'en fait c'est tellement plus simple de demander à ton MCP, dis tu veux bien push ce code et est-ce que tu veux bien regarder si j'oublie pas un fichier et être certain de respecter le git ignore, etc., etc.
que En de fait, taper toi-même. Ouais, c'est pour expliquer aux gens qui sont pas développeurs. La raison pour laquelle ça arrive avant dans les outils de développeurs et après ailleurs, c'est aussi que tu peux faire des interfaces plus simples. Et donc, il y a notamment un outil qui a tout explosé là sur les 6 derniers mois, qui s'appelle Claude Code. En fait, c'est une interface dans un terminal. Et donc, forcément, c'est très très rapide d'itérer, de développer le truc. Et pour le coup, il manquait les modèles aussi qui savaient l'utiliser. Donc, Ouais. c'est une sorte de cercle vertueux Ah oui. où l'un et l'autre évoluent ensemble. Et aujourd'hui, voilà, dans Claude Code, globalement, on voit un premier usage de ces MCP. Est-ce que tu as d'autres exemples qui peuvent parler peut-être aussi aux non-développeurs? Bah, c'est vrai que les exemples un peu waouh, c'est typiquement Blender où en fait, tu pouvais demander à Claude, design-moi un château, par exemple. Donc là, le château, là, C'est pas moi qui le fais. Et il l'a fait à la voix en plus. Ouais. dingue. Genre vraiment, il parle à son Claude et il y a un château qui apparaît sur son Blender en direct. Ouais. Mais Ouais, c'est- j'utilise beaucoup de speech to text, tu vois, et du coup, au fur et à mesure, lui, il itère. Moi, par contre, c'est moi qui changeais les angles de caméra. Ça, pour le coup, c'est moi qui le faisais. Typiquement, là, en château, j'ai donné une image de château, genre, Il te reproduit le château. ouais, mais pas aussi bien, mais il me reproduit le château. Et surtout, tu connais pas Blender. Moi, j'ai jamais fait de 3D. c'est J'ai jamais fait de 3D. Là, c'est le côté un peu waouh, un peu. Ouais, mais par exemple, il y a un outil de formulaire qui s'appelle Tally. Tu as besoin de faire un formulaire pour demander le feedback de ton audience. Avant, tu aurais fait quoi? Tu aurais été sur Typeform, tu aurais champ, type texte. Je mets un truc. Attends, il est pas très large. Attends, je le mets là. Ah, celui-là, il est obligatoire ou pas? Attends, l'email. Ouh là là, c'est le type email, c'est pas type. En fait, c'est hyper galère. Là, tu décris à ton LLM. Écoute, j'aimerais bien faire un formulaire pour demander comment a été cet épisode. Du coup, il y a certainement un truc avec des étoiles. Il y a aussi le nom-prénom. Il y a un fil caché dedans. Tu fais entrer. Ça va discuter avec le MCP de Tally et dire ok, je te propose de créer ces champs-là avec ces types-là en étant obligatoire ou pas, etc., etc. Et ça, c'est insane. Du coup, la création de formulaire, c'est hyper rapide, par exemple. Et là, c'est très Inception, ce que je vais dire, le dernier exemple. Mais vu qu'il y a aussi un MCP N8N, tu peux demander à ton LLM de dire, écoute, fais-moi une automatisation qui, en entrée, c'est un formulaire qui a 2 champs de type idée de la vidéo, contexte de la vidéo. Après, elle doit aller taper sur l'API de cette boîte-là pour pouvoir générer une image. Ensuite, cette image, elle doit être uploadée dans Notion. Et ensuite, je dois recevoir un mail avec les images. Tu dis ça. Et en fait, vu que N8N, la manière dont les nœuds sont connectés, c'est un JSON, et du coup, il va te créer le JSON, mais il va aussi aller appeler ton instance N8N, dire écoute, j'ai la possibilité de te créer une automatisation. Ouais, ok. Est-ce que je peux te donner ce JSON? Ok, ouais. Est-ce que tu peux la lancer? Ouais. Attends, il va valider que ça marche bien? Ouais. What the fuck? Est-ce que tu peux regarder les erreurs? Oh, ok, attends, excuse-moi, je me suis planté. Non. Et mieux encore, vu que la manière de générer ce JSON, elle est assez standardisée par N8N. Et en fait, il y a un MCP qui s'appelle Context7 qui a toutes les docs du monde. Tu peux Des aller. documentations, des librairies pour les développeurs, etc. Voilà. Et donc, il y a une documentation qui est celle d'N8N. Du coup, il peut savoir à l'avance quelle est la manière de créer ce JSON. Et du coup, limiter le nombre d'erreurs. Et donc, il va run cette automatisation, il va prendre les erreurs, il va s'auto-itérer et il va te donner un truc pas trop mal. C'est pas parfait, mais il va être documenté. Un truc que tu fais jamais, tu sais. Il va être documenté, il va être structuré et après, tu vas pouvoir commencer sur une base et ça va être génial, quoi. Et ça, donc en plus, là, c'est que des usages donc, de MCP dans le cadre d'une conversation avec ChatGPT, comme les gens peuvent la connaître. Exactement. Maintenant, il y a encore une étape après, où là, on passe de la discussion à des systèmes plus autonomes, en fait, qui marchent en arrière-plan sans que tu aies toi-même à y penser, et qui vont justement combiner des agents, combiner des LLM et des MCP, des connecteurs, c'est aussi appelé connecteurs parfois. Qu'est-ce que ces boîtes essaient de résoudre comme problème? Et est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ce serait quoi l'impact pour les gens qui ont aujourd'hui un job à peu près normal, qui sont non-dev, on va dire? En fait, toutes ces boîtes, ce qu'elles essayent de faire par industrie, c'est de leur donner le pouvoir de créer des automates, de créer de l'automatisation pour pouvoir faire ça. Et les MCP aident parce que du coup, quand tu dis « va lire ma boîte mail », le programme en question ou la boîte, elle va essayer de, une fois que tu as connecté ton Gmail, d'aller discuter avec le MCP, voir s'il peut en tirer quelque chose. Et donc, en fait, on crée une couche d'abstraction. Ça, on en a déjà parlé. Maintenant, à quoi ça pourrait ressembler? Et en tout cas, vers où on va, selon moi? On va vers, typiquement, de moins en moins de run et de plus en plus de build. Ça veut dire que je pense que la manière dont ces cols blancs, ou en tout cas knowledge workers, comme ils les appellent aux US, on va de plus en plus se concentrer sur, OK, quelles sont les choses que je
je réfléchis au quotidien, quelle est mon expérience et comment est-ce que je veux pouvoir l'utiliser pour créer du nouveau, pour bâtir par-dessus, plutôt que de juste pédaler, quoi. Donc, si mon travail ressemble à je reçois les mêmes mails, je télécharge les mêmes pièces jointes, j'envoie, je les analyse vite fait et je les envoie et je fais que déplacer de la matière, mais sans injecter dedans de la réflexion critique et spécifique, bah, c'est que ça doit être automatisé. Et du coup, et évidemment ça va se faire par une transition, mais que ces gens-là arrivent à capter assez rapidement qu'en fait c'est une bonne chose de l'automatiser, comme ça je peux me concentrer sur de la valeur ajoutée, bah c'est vers ça qu'on va. Et le problème de ça, c'est que c'est encore, et pour parler avec plein de boîtes et pour parler à la fois à des CEO et des C-level qui sont plutôt, donc, on va dire, décisionnaires stratégiques, et à des gens qui sont dans l'opérationnel, bah, il y a à la fois des étoiles dans les yeux de C-level parce qu'ils sont en mode « Oh mon Dieu, ça va tout automatiser », et les opérationnels, ils sont en mode « Ouais, mais c'est un peu ce que je fais tous les jours, donc c'est un peu flippant ». Et du coup, je pense que déjà le switch, il est plus dans la tête parce qu'il y a les usages, il y a les outils, ils sont encore très niches, mais plus ils arrivent, plus on va devoir trouver de la place, on va devoir réfléchir à notre manière de travailler et elle va se faire que sur du build principalement, du coup. Je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de discussion comme ça, il y a un truc à distinguer entre ce qui va se produire et ce qu'on aimerait qu'il se produise. Donc là, toi, tu nous dis pas, j'ai grave envie de mettre 80% de la France au chômage. Ce que tu dis, ça se produit. La question, c'est comment on peut réfléchir déjà à l'avenir pour anticiper et à titre personnel, développer des compétences qui vont être utiles pour la suite. C'est ça la manière de voir les choses, en fait. Pour rester dans le game, un peu, c'est un peu cette question. Ouais, mais au-delà de rester dans la course, en tant qu'humain, et quand tu te parles, on a plein de micro-décisions et d'appels à notre propre manière de faire qui sont instantanés et on se rend pas compte. Mais je trouve que c'est cette approche où tu as une approche sur le travail qui est pas juste celle de pédaler, de faire tourner la machine, mais de construire le vélo, quoi. Et c'est deux approches complètement différentes. En fait, on va changer de métier, on va arrêter d'aller, on va juste réfléchir à quel système on construit, plutôt que on travaille dans le système. Pour le dev, ça va être ça l'analogie, c'est au lieu de tous les jours d'être dans mon éditeur de code et de faire à chaque fois les mêmes raccourcis, en fait, je vais complètement éditer et customiser mon éditeur de code pour plus faire ça. Et du coup, je réfléchis pas juste à comment je peux taper plus vite, mais comment je peux prendre du recul et recréer mon espace de travail. C'est vraiment ce paradigme shift-là, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire que même les gens qui potentiellement aiment bien tout automatiser, les ingés, les devs et tout machin, jusqu'ici, il y avait un peu un curseur de est-ce que ça vaut le coup ? Et bon, parfois tu le faisais aussi un peu par kiff, d'automatiser, de configurer un Notion, on a tous fait ça, mais ça valait pas forcément le coup au temps passé. Et en fait, tu me disais que ce temps, il est amené à se réduire et donc de plus en plus, ça va valoir le coup d'automatiser des choses qui nous paraissent aujourd'hui non, on va pas l'automatiser, ça va pas me faire gagner assez de temps, quoi. Ouais. Et que ça va nous donner encore plus d'excuses pour optimiser, et ça c'est chouette. Si ça vous a intéressé, je vous conseille vivement notre interview d'une chercheuse en IA qui nous a présenté une question assez peu abordée et pourtant préoccupante de l'auto-empoisonnement des IA et de ce qui pourrait arriver dans quelques années. C'était dans cette vidéo.